La romancière Leïla Slimani est notre invitée à Télématin. On est ravis. Bonjour Leïla Slimani. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Alors après Le Pays des autres, vous sortez le tome 2 de votre trilogie. Ça s'appelle Regardez-nous danser. C'est chez Gallimard. Et pour commencer, et pour ceux qui n'auraient pas lu du Leïla Slimani, est-ce que vous pouvez nous planter le décor justement de cette trilogie ? Oui, cette trilogie est l'histoire d'une famille, tout simplement, et des membres de cette famille. Le premier tome se passait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'abord en Alsace, où une jeune femme va rencontrer un soldat marocain, un soldat colonial, qu'elle va suivre ensuite au Maroc, sur une exploitation agricole que cet homme, Amine, veut rendre florissante. Et donc au début, c'est l'histoire de leur vie pendant la colonisation. Et ce deuxième tome, là, se passe à la fin des années 60, qui sont à la fois les années hippies, les années du début de l'indépendance, et en même temps les années aussi du début de la répression du règne de Hassan II. Exactement. Le roi Hassan II, Mathilde et Amine qu'on retrouve donc dans ce deuxième tome. Ce titre-là, Regardez-nous danser, qu'est-ce qu'il signifie dans ce Maroc que vous décrivez ? Finalement, Regardez-nous danser, ça raconte la division de ce pays, puisqu'il y a ceux qui dansent et ceux qui les regardent, ceux qui sont invités à la fête et ceux qui restent les exclus de la fête et qui Donc sont les fractures spectateurs, sociales d'un pays qui sont aussi. spectateurs du bonheur, d'une certaine façon, des autres qui peuvent s'adonner au loisir, à la musique, à la danse et à l'amour aussi. Et comment vous êtes accueilli, vous, l'enfant du pays, quand vous rentrez au Maroc ? Je crois plutôt bien. Enfin, honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Et puis la trilogie est très bien accueillie par les gens qui ont aussi beaucoup je crois, de plaisir à retrouver des personnages auxquels ils peuvent s'identifier et de découvrir aussi des choses sur leur histoire. Ce qui me marque, c'est que beaucoup de gens me disent mais moi, je n'avais aucune idée que ça se passait comme ça pendant la colonisation. Il n'y a pas eu beaucoup de transmission en réalité entre Vous les aussi, vous avez générations. été surprise d'ailleurs. Vous avez appris beaucoup de choses en écrivant ce livre ? Ah oui, j'ai été très surprise. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, on pensait souvent que c'était seulement en Occident qu'il y avait un tabou autour de la colonisation. En réalité, dans les pays colonisés aussi, il y a un tabou autour de cette époque parce qu'il y a un sentiment un peu de honte ou d'humiliation qui fait que cette génération n'a pas voulu transmettre des souvenirs de cette époque. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Il a fallu aller chercher. Absolument. Ce livre, il est évidemment charpenté par les questions d'identité. C'est une question intime, c'est une question politique, c'est une question sociale, d'identité. Est-ce que c'est une question à laquelle on finit par trouver une réponse ou est-ce que finalement, cette question d'identité, elle est insoluble ? À mes yeux, elle est insoluble. Enfin, en tant que romancière, je crois qu'elle est insoluble parce que, exactement comme vous le disiez, elle est aussi profondément intime et puis elle est mouvante. Votre identité, elle se transforme tout le temps au gré des interactions que vous avez avec les autres, de vos voyages, de votre vie, même de ce que vous lisez, de ce qui vous nourrit. Et je trouve que d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose qu'elle reste mouvante comme ça et qu'on continue à la questionner. Mais pardon, mais donc on a tort d'en faire un sujet politique. Non, je ne crois pas. On a tort de vouloir en faire quelque chose de fixe. Je pense que l'identité, c'est aussi quelque chose vers quoi on tend, une aspiration, vers des valeurs. Moi, je m'identifie à des gens, pas en raison de leur couleur de peau, ni même de leur genre, mais en raison de leurs valeurs, en raison de ce qu'ils représentent. Mais quand vous entendez certains candidats à la présidentielle parler du grand remplacement, ça vous évoque quoi ? Ouais, je trouve que c'est... d'abord, j'ai l'impression que c'est un immense mensonge, une instrumentalisation, en réalité, c'est un concept qui venait de cercles quasiment néofascistes, néo-nazis, et qui maintenant a l'air de devenir un peu plus mainstream. Si on y réfléchit d'un point de vue finalement métaphysique ou du point de vue de la condition humaine, en réalité, évidemment, on est tous remplacés les uns par les autres. C'est le cours de l'existence. Et je pense que c'est extrêmement dangereux d'en faire une sorte de romantisme racial, comme si des méchants barbares que nous serions, nous, les Maghrébins, les musulmans, nous allions remplacer les Français dits de souche. Tout ça, pour moi, ça n'existe pas. Je ne crois qu'aux individus. On s'aperçoit, Leïla Slimani, que ce sont finalement les grandes joies ou les grandes peines qui rassemblent les peuples, qui rassemblent les pays. Il y a eu ce drame de ce petit garçon, ce petit Ryan, qui est tombé dans un puits la semaine dernière. Le monde entier a suivi les opérations de sauvetage qui, malheureusement, sont mal terminées. Est-ce que finalement, après le drame, il faut quand même se rassurer du fait qu'on est capable de partager des émotions, de se souder même dans l'épreuve ? Qu'est-ce que ça raconte, ça ? Oui, il y avait quelque chose de très, très émouvant et puis pour moi aussi de très représentatif du peuple marocain, qui est un peuple qui a cette capacité effectivement de très, très grande solidarité, aussi d'une sorte de transcendance. Je ne sais pas si vous avez entendu les gens, leur façon de parler, même après le décès de Ryan. Les gens ont un rapport à Dieu, ont un rapport au destin qui n'est pas le même que dans les sociétés occidentales. Et je pense que c'est intéressant de voir aussi cette vision-là de l'islam, de gens qui disent, bien voilà, nous sommes entre les mains de Dieu, qui ont un rapport à la
la vie, qui a un rapport d'humilité, de modestie. Et ça n'est pas cet islam qu'on veut toujours montrer, qui est noir et conservateur. Et j'ai trouvé que c'était très beau de voir ces gens aussi prier ensemble. Alors tout à l'heure, on regardait ensemble les images du JT avec le foot et je crois que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. C'est lié à votre papa qui a été président de la Fédération marocaine de foot. Vous gardez quel souvenir du foot? Il a gagné la Coupe d'Afrique. Il a gagné la Coupe Absolument, d'Afrique. la seule fois où le Maroc l'a gagné. Vous parliez de ces grands 76, moments où les hein. pays se rassemblent et qui font notre identité. Le foot, c'est merveilleux pour ça. Je trouve que c'est des moments de joie collective qui sont irremplaçables. Donc moi, j'ai des souvenirs, effectivement. Donc mon père regardait tout, tout le temps. C'était une obsession. Donc ça a été des grandes bagarres à l'époque où on avait une seule télévision et il fallait décider du programme. Mais ce sont des souvenirs, oui, très très forts de joie collective. Vous soutenez qui en particulier, vous? Évidemment, l'équipe du Maroc. Mon grand problème, c'est quand l'équipe du Maroc est face à l'équipe de France. Ça devient des moments un petit peu déchirants. Mais j'aime que le meilleur gagne. Donc, j'ai pas forcément une équipe en particulier. Mais je prends du plaisir à regarder du beau jeu. Leïla Slimani, vous restez avec nous en direct jusqu'à 9h30, d'autant qu'il y a quelqu'un que vous connaissez bien et que je crois que vous appréciez beaucoup, et qui vous apprécie beaucoup, qui arrive, c'est Olivia de Lamberterie. Décidément, c'est le salon du livre ce matin dans Télématin. Allez,